Salut, c'est Anthony, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On se rapproche tout doucement de la barre des 100 abonnés à la chaîne. On est à ce jour, au moment où je tourne la vidéo, à 99 abonnés. Donc encore un tout petit effort pour passer ce premier cap symbolique. Donc encore une fois, merci à vous. Ça fait vraiment plaisir de vous voir toujours plus nombreux et nombreuses à suivre ces vidéos pour construire jour après jour votre liberté financière. Et je tiens particulièrement à remercier le créateur de la chaîne Épargne, Investissement, Patrimoine, que je vous mettrai en lien dans la description, qui m'a cité lors de sa dernière vidéo. Donc c'est vraiment quelque chose qui m'a sincèrement touché quand j'ai vu que j'ai été cité dans la vidéo, ça m'a fait quelque chose. Donc vraiment un grand merci à toi si tu regardes cette vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais partager avec vous mes 3 pires erreurs en immobilier pour vraiment vous éviter absolument de faire les mêmes. Mais même si vous ne commettez pas les mêmes erreurs que moi, vous allez forcément en commettre d'autres. Parce qu'il est tout simplement illusoire de croire qu'on peut investir dans l'immobilier sans jamais ne commettre aucune erreur. Donc bien évidemment, le but est de minimiser ces erreurs, de commettre les erreurs les plus petites possibles avec le moins de conséquences. Mais encore une fois, j'insiste là-dessus, il est juste illusoire de croire qu'on peut investir dans l'immobilier sans jamais commettre aucune erreur. Car le statut de l'erreur a une énorme importance dans le processus d'apprentissage, peu importe le domaine. Et par rapport à ça, je citerai Georges Bernard Shaw qui dit que le succès ne consiste pas à ne jamais commettre d'erreur, mais à ne jamais commettre la même erreur 2 fois. Mais surtout, sur cette chaîne, j'ai aussi à cœur de vous montrer parfois un côté un petit peu moins glamour de l'investissement immobilier pour vraiment que vous compreniez l'ensemble des dimensions qui composent ce type d'investissement, pour vraiment prendre les bonnes décisions, rester vigilant, rester alerte, pour faire de vos investissements des réussites durables. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour recevoir les prochaines vidéos et ainsi progresser jour après jour vers l'atteinte de votre liberté financière en partant de zéro. Alors pour les 3 erreurs que je vais partager avec vous aujourd'hui, je vais tout d'abord présenter les faits, ensuite les conséquences et en dernier point les leçons que j'en ai tirées. Première erreur, me prendre trop tôt pour un expert immobilier. Donc ça, c'était au tout début de ma carrière d'investisseur, je m'en rappelle très bien, c'était lors de la visite d'un 2 pièces. Je sais pas pourquoi, je suis arrivé dans cette visite en mode c'est bon, je sais tout. J'ai tout vu, j'ai tout vécu dans l'immobilier, je sais exactement comment repérer une bonne affaire, comment faire une visite efficace. Le problème, c'est que quand on a ce genre d'attitude, on baisse inconsciemment, drastiquement son niveau de vigilance. Je me prenais pour un expert que j'étais loin d'être, que je ne suis toujours pas d'ailleurs, et à ce moment-là, ça aurait pu avoir de graves conséquences par la suite. Concrètement, j'ai fait ma visite de l'appartement, j'ai regardé ce qu'il y avait à regarder à l'intérieur, mais je n'ai pas pris la peine de regarder par la fenêtre de la chambre de cet appartement qui donnait sur une cour dans laquelle se trouvait un petit atelier juste à côté avec un toit qui partait en direction, avec la pente du toit qui partait en direction du mur du bâtiment dans lequel se trouvait l'appartement que j'ai visité. Donc j'ai pas pris la peine de sortir la tête par la fenêtre pour regarder aussi l'état de la façade du bâtiment dans lequel il y avait l'appartement. J'ai terminé ma visite, j'ai fait une offre d'achat, ça a été accepté, j'ai signé le compromis, j'ai cherché mon financement, je l'ai obtenu. Et quelques jours avant la signature de l'acte, je reçois un appel de l'agent immobilier. À ce moment-là, l'agent me dit « Écoutez, il y a eu un dégât des eaux dans l'appartement, il faut absolument que vous veniez voir ». Je suis parti directement à l'agence. Heureusement, l'agence était au rez-de-chaussée de ce bâtiment, donc l'appartement était juste au-dessus. Et en fait, dans l'agence, ils avaient reçu de l'eau, il y avait de l'eau qui avait coulé à travers le plafond. Donc on est directement monté à l'appartement pour regarder ce qu'il en était. Et en fait, on s'est aperçu rapidement que l'eau qui ruisselait contre le toit du petit atelier qui était juste à côté et qui allait contre le mur du bâtiment dans lequel se trouvait l'appartement, finalement la façade était en très mauvais état, c'était une façade en pierre et l'eau était passée à travers parce qu'il y avait eu un gros orage avec des fortes précipitations et tout était rentré dans l'appartement pour après descendre dans l'agence. Donc voilà, on va pas rentrer plus loin dans les détails, mais ça aurait pu avoir des grosses conséquences parce que finalement on n'a pas signé l'appartement parce que voilà, l'appartement était plus dans le même état que lors de la signature du compromis. J'ai réussi à appeler la propriétaire pour vraiment qu'on se mette d'accord. De toute façon, elle était aussi gênée que moi. Elle m'a compris, vraiment, elle a dit écoutez, il n'y a pas de souci, de toute façon là on va faire les travaux. J'aurais pu aussi acheter l'appartement, hein. Le problème c'est que après, les travaux auraient certes été prises par l'ancienne propriétaire, prise à sa charge, mais ça aurait décalé de plusieurs mois mon investissement immobilier parce que pendant plusieurs mois, j'aurais pas pu louer cet appartement avec toutes les conséquences financières que ça aura pu représenter. Je tire 3 leçons de cette première erreur. Premièrement, ne jamais partir sur une visite en mode « je sais tout, je peux jamais me tromper, je sais exactement ce qu'il faut regarder ». Restez humble, restez vigilant, restez alerte pour vraiment ne passer à côté de rien qui pourrait avoir des conséquences par la suite. Donc ça, c'est plus au niveau de l'attitude. Deuxièmement, toujours refaire une visite quelques jours avant de signer chez le notaire, donc avant de terminer et finaliser l'achat, refaire une visite de l'appartement pour voir s'il est toujours dans le même état que lorsque vous l'avez visité, lorsque vous avez fait une offre d'achat ou lorsque vous avez signé le compromis. Et enfin, troisièmement,
Non seulement regarder l'intérieur d'un appartement, mais également regarder l'extérieur, le bâtiment, la façade pour voir s'il n'y a pas de problème particulier. Donc là, en l'occurrence, c'était des pierres qui étaient poreuses avec l'eau qui pouvait potentiellement s'infiltrer à travers. Donc voilà, regardez l'état général du bâtiment pour voir s'il risque d'y avoir des conséquences par la suite. Deuxième erreur, aller à l'économie sur le budget de la salle de bain. Donc ça, c'était lors de l'achat de ma première colocation. J'ai vraiment été à l'économie sur cette salle de bain parce que je préférais me concentrer sur d'autres postes de dépenses par rapport à l'appartement. Parce que voilà, il y avait un petit receveur de 90 sur 90 qui était en bon état. On a juste mis une paroi de douche et on a juste mis de la faïence autour de ce receveur. Le reste était en toile de verre. Conséquence, assez rapidement, il y a eu des projections d'eau parce qu'il n'y avait pas de porte de douche. Il y avait eu des projections d'eau sur la toile de verre qui coulait le long du mur, après sur les plinthes, que j'avais fait l'erreur de choisir en bois, le truc à jamais faire dans une salle de bain. Et voilà, il commençait à y avoir de la moisissure au bout d'à peine 2 mois. Et les conséquences de ça, c'est que j'ai dû faire rapidement des travaux 2 mois seulement après avoir mis en location l'appartement, avec tout ce que ça a comme désagrément, même pour les personnes qui y habitent déjà, parce que voilà, quand vous avez des locataires qui sont déjà présents et que vous devez refaire des travaux dans la salle de bain, c'est quasiment ce qu'il y a de plus compliqué. Donc voilà, c'était difficile à ce moment-là, c'était en pleine période d'été. J'ai dû trouver un artisan finalement qui était trop cher, donc j'ai dû moi-même faire les travaux avec un ami. Ça m'a pris du temps parce que j'avais pas toujours des journées entières, donc des fois j'y allais 2-3 heures, le truc qui est compliqué en plus. Quand on a très peu de temps, on se dit ouais, faut que je me dépêche de me mettre au travail, et généralement dans ce cas-là, on ne fait pas du super travail. Finalement, ça s'est plutôt bien passé, mais voilà, c'était compliqué de rectifier le tir en cours de route, alors que ça aurait été beaucoup plus simple d'allouer un budget plus important sur la salle de bain qui est une pièce vitale dans un appartement. Alors les leçons que je tire de cette deuxième erreur, premièrement, réfléchir à l'agencement de la salle de bain pour vraiment faire quelque chose de pratique et qui minimise au maximum les projections d'eau. La deuxième leçon, qui rejoint un petit peu la première, c'est de toujours mettre une porte de douche pour encore une fois avoir le minimum de projection d'eau sur les murs ou sur le sol. Donc c'est vraiment quelque chose maintenant que je m'applique à faire sur chacun des appartements dans lesquels j'investis. Et enfin, troisièmement, mettre du carrelage au maximum. C'est-à-dire que là, j'en avais mis que autour du receveur. Finalement, j'ai été embêté par la suite par rapport au fait d'avoir mis de la toile de verre. Donc j'ai prolongé ce carrelage-là. Alors que ça aurait été beaucoup plus simple de le faire dès le début, sachant qu'on avait l'artisan sur place, donc ça n'aurait pas changé grand-chose. Donc voilà, maintenant, après, c'est encore une fois que mon avis personnel. Je prends mon temps pour réfléchir à l'agencement, je mets une porte de douche et j'essaye de carreler au maximum. Et enfin, troisième erreur, et là vous aurez le droit de ne pas forcément être d'accord avec moi, faire une partie des travaux soi-même. Alors c'était le cas lors de l'achat de ma deuxième colocation que j'ai acheté un petit peu plus cher que ce que j'aurais voulu mettre initialement dans ce projet. Et le problème, c'est que j'ai dû faire des arbitrages en termes de travaux. Et la conséquence de ça, c'est que j'ai dû faire des travaux moi-même. Donc j'ai dû poser le sol, le carrelage de la cuisine, j'ai dû aussi poser le parquet sur tout l'appartement et faire tous les placards dans l'appartement. Le problème de ça, c'est que ce n'est pas mon métier, donc voilà, j'ai dû me former, même si j'avais déjà posé du parquet, j'avais déjà posé du carrelage. Fallait vraiment que je regarde en détail comment ne pas me planter, parce que là, quand c'est de la location, on veut vraiment que ce soit nickel. Et donc c'est pas mon métier. Je n'ai pas forcément beaucoup de temps à y consacrer parce que j'ai pas des journées entières pour aller sur le chantier et vraiment me dire ok, là j'ai toute la journée. À chaque fois c'était 2 heures par-ci, 3 heures par-là. Et le problème de ça, c'est que forcément ça crée du stress parce que vous arrivez sur le chantier, le temps que vous mettiez en place, le temps que vous démarriez et à la fin le temps que vous enlevez pour vraiment nettoyer vos outils, vous enlevez ce début, cette fin, il vous reste finalement très peu de temps. Et le problème, c'est que quand on a peu de temps, on est stressé, en tête on se dit oh, ok, il est déjà à telle heure, il me reste plus qu'une heure, il faut vraiment que je me dépêche. Et dans ces circonstances-là, on fait rarement du bon travail. Donc là, en l'occurrence, ça a été plutôt pas mal. Je suis pas mécontent de moi, mais c'est psychologiquement que ça a été assez compliqué à vivre. En plus, on était en pleine période hivernale, je me rappelle très bien, c'était au mois de décembre. Il faisait nuit à partir de 17 h, il faisait pas beau, il faisait gris. Et moi, des fois, j'arrivais de 17 h jusqu'à 19 h 30 ou 20 h, fallait que je sois dans l'appartement. Il faisait déjà nuit dehors, j'avais juste envie d'aller me coucher. Et le problème de ça, c'est que voilà, comme je disais, on travaille dans le stress, c'est parfois compliqué, il faut vraiment se concentrer, psychologiquement, c'est pas évident. Et en plus, quand on rentre chez soi, on a tendance inconsciemment à ramener du stress à la maison. Donc ça rejaillit sur notre vie personnelle. Inconsciemment, j'en voulais à ma compagne de ne pas avoir assez de temps alors qu'elle n'y était pour rien. Et voilà, après, c'était compliqué parfois au niveau des tensions qu'il y avait. Donc, c'est vraiment la conséquence que je retire de tout ça. Et les leçons que j'en tire surtout, c'est à un moment donné, si vous êtes obligé de faire des travaux vous-même, donc je prends vraiment, entre parenthèses, je prends vraiment à part les personnes qui le font par passion, parce qu'on peut très bien choisir de rénover un appartement ou une maison par passion parce que c'est quelque chose qui nous plaît. Ça, c'est vraiment autre chose. Au contraire, faites-le si c'est votre passion, je vous conseille à 100% de le faire, c'est hyper important. Mais voilà, les leçons que je tire de ça, c'est que
Si je ne suis pas capable de faire tous les travaux, c'est que j'ai mal acheté l'appartement. Donc c'est que peut-être ma négociation n'était pas assez efficace parce que voilà, si j'avais été efficace, j'aurais pu tout déléguer en termes de travaux, j'aurais eu moins de stress, psychologiquement ça aurait été plus facile à vivre. Donc ça c'est vraiment la grosse leçon que je tire de cette troisième erreur. De toute façon, fiscalement, c'est beaucoup plus avantageux de déléguer l'ensemble de vos travaux à un artisan. Donc voilà, comme je disais tout à l'heure, simplement si c'est votre passion, si vous avez envie de faire une rénovation d'un appartement ou d'une maison parce que c'est votre métier ou alors parce que c'est juste votre passion, faites-le. Mais en dehors de ça, le mieux est vraiment de déléguer l'ensemble des travaux à un artisan. Nous voici maintenant arrivés à la fin de cette vidéo. Si vous-même vous avez déjà commencé à investir dans l'immobilier, dites-moi dans les commentaires quelles sont les pires erreurs que vous avez commises et quelles leçons surtout vous en tirez. Si et seulement si cette vidéo vous a plu, pensez à mettre un pouce bleu pour l'algorithme de YouTube. Et si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour recevoir chaque semaine des vidéos pour progresser étape par étape vers votre liberté financière. Merci pour votre attention, j'ai vraiment hâte de vous retrouver pour la prochaine vidéo. D'ici là, on ne lâche rien pour progresser chaque jour vers notre liberté financière. Je vous dis à très vite.